أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وآله وصحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إولي الله أما بعد. Ceci étant dit, on prend la suite on prend la suite de notre cours. On a commencé la première croisade. On s'était arrêté la dernière fois aux premières rencontres avec les Turcs seldjoukides, notamment lors de la bataille de Nicée et par la suite euh, la bataille de, j'ai perdu son nom cette femme-là, de Dorilé, la bataille de Dorilé. Et on prend la suite, donc on est toujours un peu dans notre voyage anatolien. Et, et Bismillah commence. Donc les Turcs d'Anatolie étaient des combattants féroces et particulièrement efficaces. Mais ils étaient trop peu nombreux pour soutenir un tel choc, comme on l'avait vu la dernière fois. À ce moment-là, en fait, le gros de l'armée seldjoukide n'était pas présent dans la région face face à la venue des croisés. À ce moment-là, le gros de l'armée, en fait, était beaucoup plus à l'est, en train de rentrer en conflit face aux Danishmendid. Donc, c'est une autre dynastie turque importante dans la région, qui était en conflit, en fait, avec les Seldjoukides. Et donc, le gros de l'armée seldjoukide, en fait, était et combattait, en fait, justement, les Danishmendid. Voilà pourquoi aussi est-ce que les rares contingents, notamment celui de Kilic Arslan, présents sur la région, n'ont pas ou peu dérangé les croisés. Et là, on parle ici de la bataille des barons, du contingent des barons. Le vrai début de la première croisade. Parce que la croisade populaire, en soi, effectivement, euh, est considérée comme le début de la première croisade, mais ce n'est pas un corps d'armée à proprement dit, comme on le verra, comme on le voit maintenant depuis que les barons sont arrivés. On n'est pas sur une armée composée avec des fantassins, des chevaliers, etc. Là, on était vraiment sur quelque chose de spontané, où c'était majoritairement des gens issus du peuple. Il y avait quelques chevaliers, mais c'était quelques chevaliers et quelques seigneurs, mais c'était des seigneurs de petites envergures, des seigneurs qui n'étaient pas forcément, si je puis dire, qui n'avaient pas forcément les moyens de former en fait un contingent militaire. Donc, il leur était tout bonnement impossible de l'emporter dans des affrontements traditionnels en terrain ouvert contre les forces supérieures en nombre et puissants, chevaux et bardés de fer de la tête aux pieds. Les Seldjoukides étaient en outre gênés derrière leur ligne par les incessants soulèvements des Arméniens et l'alliance de ces derniers avec les Francs. Oui, parce il y avait aussi la question arménienne à ce moment-là. Donc peu avant la chute d'Antioche à l'automne 97, 1097. La garnison turque de Maressa, ou Maratha, préféra ainsi s'enfuir à l'approche des croisés, par crainte d'être prise en tenaille entre les assaillants et la population indigène chrétienne. Une perspective d'autant plus réaliste qu'à Arta, donc Artésia, les habitants arméniens avaient massacré tous les Turcs à l'intérieur de la ville, avant même l'arrivée des armées d'Occident. Puis leur avait ouvert les portes de la ville pour les accueillir dans de grandes effusions de joie. Au cours de leur progression, les croisés reçurent également l'assistance de guides et de recrues armées parmi les chrétiens maronites au Liban. Partout où les armées franques parvenaient à prendre des forteresses à l'ennemi, elles devaient une bonne part de leur succès au soutien des chrétiens locaux.
pour qui les croisés apparaissaient comme des libérateurs. Des frères chrétiens venus de l'autre bout du monde pour chasser les Turcs, et malgré d'innombrables raisons de mécontentement mutuel, certains, au moins, parmi les chrétiens de ces provinces, c'est-à-dire les Arméniens, devaient rester longtemps en bon terme avec les Francs. Et donc ça, c'est une citation du livre Les Croisades de Z. Oldenburg. Z, je sais, ça doit être la première lettre de son prénom, mais je pourrais pas vous dire c'est quoi. Donc l'accueil des Arméniens fut même si enthousiaste qu'en l'espace de quelques mois, ils avaient déjà fait de Baudouin de Boulogne, donc le frère de Godefroy de Bouillon, leur souverain dans la ville d'Édesse, une cité fraîchement prise par les croisés, qui comptait une forte population arménienne. Donc, on va s'arrêter un petit peu ici, parce que là, en fait, vu que ce livre et les deux tomes de ces livres, en fait, c'est des gros résumés de l'ensemble des croisades, du coup, forcément, on passe un petit peu rapidement sur il passe un petit peu rapidement, en fait, sur ce qui s'est passé. Mais en gros, histoire de faire très très simple, euh, lors de la première croisade, et j'insiste bien sur lors de la première croisade, beaucoup de chrétiens locaux, notamment beaucoup les Arméniens, voyaient justement effectivement comme des libérateurs et des soutiens les Francs. Les Byzantins étaient, eux, un petit peu plus prudents et mitigés parce qu'ils connaissaient la mentalité et le caractère de certains barons. Bohémond Tarente, comme on l'avait vu dans le cours précédent, par exemple. Mais pas uniquement. Ils savent que ces guerriers francs, catholiques, ne sont pas forcément tous des joyeux lurons. Ne sont pas forcément tous, justement, des gens qui ont des intérêts pieux d'union des chrétiens et de soutien des chrétiens. Et ça, on le verra et on le développera progressivement par la suite. Parce qu'en fait, vous verrez que cette première croisade, cette première croisade est l'exception du soutien et des rapports entre les chrétiens locaux et les francs. Parce que comme on l'avait vu à plusieurs reprises, progressivement, par la suite, ces chrétiens seront vus, ces chrétiens locaux, notamment arméniens, mais pas uniquement, seront vus, même certains syriaques et certains aussi assyriens, euh, seront vus comme des hérétiques par les francs. Ils s'habillaient à l'oriental, ils parlaient à l'oriental, ils n'avaient pas forcément leur, euh, leur langue liturgique n'est pas forcément le latin, n'est pas forcément non plus le grec. Donc ces chrétiens-là ne sont pas vus comme de bons chrétiens, ils sont vus comme des hérétiques. Donc au début, avant que on ne fonde les premiers États latins d'Orient, donc notamment le comté d'Édesse, dont on va parler juste après, une fois que ces États latins d'Orient en fait sont implantés, qui commencent à avoir un tant soit peu une forme d'organisation et de puissance, le paradigme va changer même vis-à-vis des chrétiens locaux. Même si bon, il valait mieux être un chrétien d'Orient face aux croisés qu'un musulman. Ça, il est clair que oui, c'est vrai. Mais il faut aussi admettre que la, comment je pourrais dire ça? Que la vision du chrétien occidental sur le chrétien d'Orient n'est pas forcément bonne. Et que, bah, progressivement, euh, les Francs, qui vont créer les États latins d'Orient, vont progressivement, en fait, même eux, se mettre un petit peu en nouvel oppresseur de ces populations chrétiennes locales. Et ces populations chrétiennes locales vont même finir par se dire, bon, on était quand même mieux traités par les musulmans. Même si c'était pas tout beau, tout rose, mais on était mieux traités par eux. Et il vaut mieux, euh, en fait, des fois, il valait mieux
rester proche en fait de nos anciens ennemis entre guillemets. Il valait mieux rester proche de nos anciens ennemis entre guillemets, mais au moins on les connaît. On sait comment négocier avec eux, on sait comment traiter avec eux, etc. On sait quelles limites avoir et ne pas avoir avec eux. Qu'avec ces pseudo-frères en religion, qui au final nous combattent tout autant, si ce n'est plus. Parce que tu as ce truc de euh, c'est censé être des chrétiens. Ils sont censés se soutenir entre chrétiens. Et toute la question est là. Toute la question est là. À quel moment, euh, à quel moment, si je puis dire, en fait, on fait le distinguo entre chrétiens d'Orient, musulmans, sachant que certains ont une langue qui, dans la sonorité, se ressemble, ils ont des habits plus ou moins similaires. Ce n'est pas le christianisme que connaissent les Francs. Hmm. Il y a quand même de fortes chances que un Franc, et parlons un petit peu trivialement, c'était des gens qui étaient portés sur la violence et aussi sur la boisson, les radias aussi, etc. Donc, entre deux coups de vin, de tout ce que vous voulez, après une fête, c'était dans le feu de l'action. Quelle différence il y a entre un chrétien arménien, syriaque, maronite et un sarrasin musulman? Et quelle différence? Et c'est là justement que, bah ouais, progressivement, les chrétiens en fait ont progressivement vu justement la douille. Notamment, un des trucs qui a marqué, même si beaucoup n'ont pas compris tout de suite la problématique, c'était justement la prise d'Édesse. Donc, comme on vient de le voir, euh, Baudouin de Boulogne, à un moment, le contingent en fait de l'armée se sépare. Le contingent de l'armée se sépare en fait en deux parties pour faciliter le voyage et éviter justement que les Turcs seldjoukides n'attaquent justement. Parce que tu avais un peu toujours cette crainte que le contingent de Kilitch Arslan aille chercher le gros de l'armée seldjoukide à l'est et en fait qu'ils arrivent justement sur l'armée des croisés avant d'atteindre Jérusalem. Du coup, qu'ils se fassent tout bonnement prendre une peignée, si on parle un petit peu trivialement comme ça. Mais en gros, du coup, ils ont séparé le contingent en deux pour qu'il y ait un contingent plus mobile et plus réduit. Donc, bah, celui de Baudouin de Boulogne, il y avait une ou deux autres personnes avec lui. Tancred, si je me souviens bien, était avec Baudouin de Boulogne. Euh, on commençait à se séparer, on rencontrait en fait des Arméniens en Cilicie. La Cilicie, qu'est-ce que c'est? C'est une région à l'époque en fait qui est dans le sud de la Turquie actuelle, donc de l'Anatolie, et le nord de la Syrie. Vraiment le nord-nord. On est vraiment à la frontière, à l'actuelle frontière vraiment turco-syrienne. Et là-bas, il y avait beaucoup d'Arméniens. Et donc, ils rencontrent les Arméniens locaux qui discutent avec eux. Et en fait, il y avait un dirigeant arménien qui tenait la ville d'Édesse. J'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom. Mais ce chef, en fait, commence à être âgé, est vieux, donc est vieux, n'a pas d'héritier, n'a pas d'héritier mâle pour prendre la suite. Et le comté d'Édesse, c'est vraiment la partie, la dernière ville chrétienne la plus à l'est, à la frontière en fait du territoire seldjoukide. Et donc Baudouin de Boulogne et Tancred, si je me souviens bien, Tancred de Hauteville,
décide d'aller rencontrer justement ce patriarche pour essayer de tisser un lien d'alliance et sachant qu'il n'a pas d'héritier, si on peut essayer de se mettre dans ces petits papiers pour pouvoir justement hériter du pouvoir de la ville derrière, ça peut être un avantage non seulement pour nous, on a une ville qui, on a une ville qui est à nous, parce qu'ils nous, comme je vous ai dit la dernière fois, nombre de possessions qui ont été reprises aux Seldjoukides, notamment en premier, Niketas, Nicée, d'accord? Qui, euh, qui à la base ont été prises par les Seldjoukides, qui ont été récupérées par les croisés, mais redonnées aux Byzantins, ils l'avaient au travers de la Gorre. Parce qu'ils ne, ils commençaient vraiment à prendre des trucs pour eux, parce que bah ils n'aimaient pas le comportement des Byzantins. Et du coup, euh, donc ils rencontrent directement le chef de la ville de Nicée. Et en gros, en discutant, Baudouin de Boulogne arrive à négocier de se faire adopter comme le fils de ce dirigeant arménien. Donc il fait tout le rituel d'adoption. Faut savoir que le rituel d'adoption chez les Arméniens, c'est quelque chose qui est rigolo. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme se met torse nu et il doit y avoir un pot à pot. Donc, vous imaginez Baudouin qui doit avoir une vingtaine ou une trentaine d'années par là. Si, ouais, une vingtaine, trentaine d'années. Face à un vieux dirigeant qui doit avoir plus de 60 ans, si ce n'est plus. Et donc, ils font le pot à pot pour l'adoption, etc. Donc, vous devez imaginer que la cérémonie d'adoption était assez rigolote. Enfin bref. Et du coup, à peine la cérémonie passée, l'adoption reconnue comme officielle, et donc Baudouin de Boulogne reconnu comme l'héritier légitime de ce dirigeant arménien, il fait assassiner son père et sa mère adoptive pour prendre directement le pouvoir et placer justement des soldats ici. Et retenez bien cette information de comment ils ont pris Édesse et que maintenant Édesse est devenu officiellement une possession franque. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les Grecs n'ont pas ou peu fait d'histoire vis-à-vis euh, de la prise du comté d'Édesse? Parce qu'en fait, c'était une possession arménienne et pas une possession grecque. Du coup, en soi, dans l'absolu, les Byzantins, ils s'en foutaient d'Édesse. Eux, ce qui les intéresse, c'était les possessions byzantines, avant la venue des Turcs seldsoukides. Donc, Antioche intéressera beaucoup plus les Byzantins. Et donc là, ce que je vous explique par rapport à la trahison, entre guillemets, on va dire à la manipulation pour se faire adopter par ce dirigeant grec d'Édesse avant de le faire tuer et de faire tuer ses plus proches partisans, ses plus proches conseillers, la nuit après la cérémonie, pour prendre possession de la ville. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? C'est de un, vous commencez à comprendre l'état d'esprit des Francs. C'est-à-dire que les Francs ont voulu casser, ont voulu, à partir de ce moment-là, commencer à se dire, on ne va plus respecter l'accord de paix et l'alliance qu'on avait avec les Byzantins. Et ça sera vraiment à partir de la prise d'Antioche qu'il y aura on va dire, des désaccords profonds et et quasi plus d'entraide en fait entre les chrétiens byzantins, donc l'Empire byzantin d'Alexis Comnène, Alexis Ier Comnène le Basileus, et les Francs, les Croisés. Bien sûr, bien sûr, des fois les Byzantins n'hésitaient pas à venir soutenir n'hésitaient pas en fait à venir soutenir les Francs lorsqu'ils étaient en difficulté. Des fois, c'était les Byzantins qui payaient des rançons
qui payaient les rançons aux musulmans, notamment aux Seldjoukides, et puis derrière aux Zengides, on en parlera beaucoup plus tard, mais, pour libérer certains dirigeants francs, croisés, mais les francs n'étaient pas forcément très reconnaissants. Parce que à partir de justement cette première croisade et l'apogée, ça a été Antioche. En fait, à partir du moment où, après Antioche, et ça on va en parler après Antioche, les Francs n'ont plus du tout, n'ont quasi plus confiance dans les Byzantins et n'ont quasiment plus de rapport de promiscuité, de proximité et de rapport diplomatique. D'ailleurs, il y a même des tensions qui vont se faire, beaucoup de tensions vont se faire entre justement les deux belligérants. Même si, comme on l'a dit plus tôt, par moment, les Byzantins n'hésitaient pas à payer ou avancer les frais les frais de libération des Francs. Mais les Francs, derrière, n'ont jamais, derrière, les Francs ne remboursaient pas et surtout n'étaient pas reconnaissants. Donc, revenons. Édesse est la première possession officielle et le premier État latin d'Orient officiel. Et d'ailleurs, Édesse sera très important par la suite. Ça, on le verra. Mais c'est aussi le début justement, c'est aussi le début de la vraie image qu'auront les Francs, donc les catholiques, vis-à-vis des populations chrétiennes locales. Parce que ce qui s'est passé à Édesse, ça a fait le tour des différents chrétiens locaux et même des musulmans. Et c'est comme ça où, ou après, et c'est surtout après la prise de Jérusalem, et après la prise de Jérusalem et les combats locaux, que les chrétiens, en fait, vont se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée de s'allier avec ces gens-là. Et où, justement, certains musulmans ont commencé à discuter avec les chrétiens locaux en disant, dans le sens, en gros, en essayant de voir avec eux pour, si je puis dire, se dire, est-ce que c'était vraiment mieux, est-ce que, même si c'était pas parfait entre nous, vous étiez mieux avec, quand c'était nous qui dirigeons ou eux? Beaucoup diront quand c'était les musulmans. Et du coup, même certains chrétiens rejoignirent même certaines armées de musulmans, hein. Si je me souviens bien, c'est Zengid, parmi ces Zengi, Nouraddin Zengi, ça on parlera de lui plus tard, mais Nouraddin Zengi avait parmi ses conseillers, ses conseillers militaires, etc., avait un Arménien et un Syriaque, si je me souviens bien. Parce que justement, les musulmans ont compris que les Francs n'allaient pas mieux traiter les chrétiens d'Orient que que les musulmans. Pour les Francs, dans l'esprit des Francs, si tu n'es pas catholique, donc si tu ne suis pas en gros la papauté de Rome, donc l'Église apostolique romaine, euh, tu n'es pas un bon chrétien, tu es considéré comme un hérétique. Et toutes ces tensions-là, en fait, vont mijoter doucement, sauf que vont mijoter doucement, vont bouillir petit à petit, et en fait, au bout d'un moment, bah, ça va déborder. Et c'est ça qui progressivement va amener au renforcement
de certaines armées locales musulmanes, les Zengides, puis les Ayyubides, et progressivement à la fin des croisades, progressivement à la fin des croisades, et à la fin à la fin des États latins d'Orient, avec la chute, la chute, avec la chute définitive d'Acre en 1291. Donc même pas 200 ans après, même pas 200 ans après le début, après même pas le début, après l'appel de Clermont. Donc ouais, l'histoire des, en fait vraiment les croisés, et ça c'est et ça vraiment c'est comprenez bien, les croisés auraient potentiellement pu tenir plus longtemps et être beaucoup plus difficilement attaquables et être contrecarrés si justement ils avaient entretenu des bons rapports avec les chrétiens locaux. En premier lieu, les Byzantins. Puisque après Antioche, vraiment, les conflits entre les deux vont, les conflits et les tensions entre les deux vont durer. Et la diplomatie à la byzantine, c'est une diplomatie avant tout d'intérêt, hein. Tu vas dans l'intérêt de mon État, de mon empire. Pas que tu sois chrétien musulman, je vais traiter avec toi, hein. D'ailleurs, les Byzantins étaient justement euh, proches des Fatimides, des chiites fatimides musulmans. Ils étaient proches, ils entretenaient de bonnes relations parce qu'ils avaient un intérêt commun à s'unir et un ennemi commun qui était les Turcs seldjoukides sunnites. Donc, vu que les deux avaient des bons rapports, et d'ailleurs, on le rappelle aussi, on l'avait vu, que pendant un temps, parmi les grands vizirs seldjoukides, il y avait deux chrétiens, un copte et un syriaque, si je me souviens bien, parmi, euh, parmi les grands vizirs du pseudo-califat chiite fatimide. Donc en fait, les Fatimides n'avaient pas de mauvais rapport avec les chrétiens, notamment les Byzantins et les chrétiens dans la région, hein. Ils n'avaient pas forcément de mauvais rapports, hein. Et c'est pour ça que les chiites fatimides, lorsqu'ils ont vu les croisés arriver, eux, ils pensaient que c'était comme d'habitude des mercenaires catholiques au service en fait au service des Byzantins, mais ils voyaient que c'était quand même un contingent d'armée qui était quand même important, donc ils se sont dit, ils vont rester dans la région. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon, on va se partager la Syrie en deux. Nous, on garde le sud, vous le nord. En gros, histoire de faire très simple. Ouais, sauf que, sauf qu'en fait, derrière, ils ont compris que, ouais, non, il y a eu trahison quelque part. Et donc, tous ces rapports de trahison, là, je vous fais un gros résumé, hein. Là, j'essaie de vous faire résumer, c'est histoire de discuter un petit peu, mais en gros, dites-vous une chose, c'est que la trahison des latins, des catholiques vis-à-vis des chrétiens locaux, en premier lieu des byzantins, puis par la suite des arméniens, syriaques, maronites, etc., euh, n'a pas aidé au maintien de l'État. S'ils avaient entretenu une relation diplomatique plus ou moins, plus ou moins stable, plus ou moins correcte vis-à-vis des chrétiens locaux, même s'ils avaient demandé à l'Empire byzantin de pouvoir avoir justement des villes et des arrière-bases pour pouvoir protéger les trucs, il est possible que parce que ça allait dans les intérêts de l'Empire byzantin, il leur aurait laissé sûrement certaines villes, etc. Peut-être Édesse, peut-être Antioche, peut-être d'autres villes. Mais en tout cas, ouais, ils auraient laissé en mode château frontalier face à de potentielles attaques musulmanes, turques ou abbassides, etc. Et du coup, ouais, ils auraient pu entretenir des bons rapports locaux. Les chrétiens locaux euh, se seraient alliés à eux et les Byzantins contre les Turcs seldjoukides. Les Fatimides seraient restés dans leur coin, auraient combattu les sunnites, les sunnites aussi.
Voilà, les Seldjoukides ou les Abbassides. Et peut-être même aussi un petit peu à l'est avec, à l'ouest, pardon, les différentes tribus, soit khalijis, soit sunnites, qu'il y avait dans le Maghreb. Voilà. Donc oui, la situation aurait été tout autre et la réalité aurait été tout autre si justement euh, les, euh, les Francs avaient pris conscience de l'importance d'avoir des bons rapports en fait avec les chrétiens locaux et en premier lieu les Byzantins. Mais comme le franc et le latin est intrinsèquement abus de sa personne et intrinsèquement en fait euh, se sentant intrinsèquement supérieur aux autres, ils n'ont pas et ne connaissant aussi pas du tout la réalité locale, voilà, ne s'est pas rendu compte en fait que ils étaient en train de se tirer une balle dans le pied au niveau de la réalité et de l'échiquier en fait géopolitique et géostratégique, si on peut se permettre d'utiliser ces termes-là, en tout cas de l'époque, dans la région. Et ça, c'est quelque chose qui va encore rester. On peut faire un parallèle justement avec justement les Américains et les Occidentaux lors de la guerre d'Irak en 2003, la seconde guerre du Golfe, ou la guerre de Syrie. Beaucoup de conflits aujourd'hui au Moyen-Orient, en fait, gardent ce vieil héritage justement des croisades, avec ouais, cette espèce de rapport, j'ai envie de dire très condescendant. C'est, euh, on est supérieur à tout, on est supérieur à vous, aux autres, etc. Et on vient donner des leçons, on est les garants de la démocratie si on prend le discours aujourd'hui. Sauf qu'en fait, bah, ils ont poussé beaucoup de gens à soutenir soit des dictateurs, soit certaines organisations terroristes. Parce que le rapport qu'avait l'Occident, condescendant, etc., avec la réalité locale et la vision locale, n'allait pas dans elle n'allait pas dans le bon sens. Parce qu'il y a cette condescendance et ce paternalisme très occidental dans son rapport vis-à-vis des autres pays. Et ça date depuis l'époque des croisades. C'est exactement le même problème. Et beaucoup finalement se sont dit, bah, ouais, au début, on n'aimait pas tel dictateur, mais finalement, est-ce que c'était pas mieux quand c'était lui au pouvoir? Ouais, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des djihadistes, on n'a pas du tout cette vision euh, de l'islam djihadiste, etc. Mais bon, c'est quoi le mieux? Et toute cette et d'ailleurs, si vous écoutez Henri Laurence, si vous écoutez certaines conférences sur le Henri Laurence, euh, comment il s'appelle déjà? François Burgat. Oui, je regardais la bibliothèque parce que j'avais un livre. François Burgat, Henri Laurence, beaucoup d'historiens, de politologues qui se sont un petit peu spécialisés dans les rapports dans les rapports dans le monde musulman, etc. Et même certains anciens diplomates. Même d'une certaine manière, Alexandre Delval, même si on peut émettre beaucoup de critiques sur lui, sur certaines de ses analyses, etc. Mais Alexandre Delval, lui-même, a ce côté pragmatique par moment de dire que ouais, on a échoué dans nos rapports, l'Occident a échoué dans ses rapports de confiance avec le monde oriental et a poussé justement beaucoup de gens à se rapprocher de groupuscules extrémistes, djihadistes et compagnie. Et en fait, je vous dis que à chaque fois, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important d'avoir cet ancrage historique? Parce qu'en fait, si vous avez cet ancrage historique-là, vous ne serez pas choqué de voir que justement, le, le monde occidental a toujours eu ces rapports un peu condescendants et ces rapports de supériorité vis-à-vis du monde oriental, qu'il soit musulman ou chrétien.
Parce que déjà, à l'époque des croisades, c'était la même chose. Déjà, à l'époque des croisades, c'était la même chose. Aujourd'hui, beaucoup se sont placés en parangon du soutien aux chrétiens d'Orient. Ouais, les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Orient. Tu sais, il y a même certains identitaires, ils te mettaient un noun, la lettre noun, à côté de leur nom, par rapport à Nasara, par rapport à Nasara, en gros, qui veut dire chrétien, et donc, genre, noun, soutien aux chrétiens d'Orient. Ouais, sauf que j'ai vu des devantures de magasins, d'épiceries de nuit, tenues par des chrétiens irakiens qui sont venus se réfugier en France, être ravagés être attaqués par ces mêmes identitaires qui vont te mettre un noun à côté de leur nom, venir les attaquer parce que ce sont des immigrés et des étrangers. Donc voilà, vraiment, il y a, il y a toute cette problématique diplomatique dans le rapport entre eux, chrétiens d'Occident, chrétiens d'Orient, arméniens, syriaques, maronites, byzantins en premier lieu, qui va vraiment en fait mettre une flèche, si on peut, on va dire, rendre plus, on va dire, temporel dans la réalité temporelle de l'époque, donc mettre une flèche dans le pied euh, des latins, des catholiques, des francs, des croisés. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur ça parce que il y a vraiment ça en fait à comprendre. Donc reprenons. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui après. Donc l'alliance des Fatimides avec l'envahisseur jouera aussi un rôle de premier plan dans les succès initiaux des croisés. Alors que les différents princes et chefs des croisades arrivaient à peine à Constantinople, l'empereur byzantin les avait en effet déjà encouragés à rechercher l'alliance de l'Égypte fatimide. Ça, on l'a expliqué parce que ça faisait très longtemps que les Fatimides et les Byzantins, en fait, avaient cet adversaire commun et ces intérêts communs de combattre les Turcs seldjoukides. Et les Byzantins ont ce pragmatisme dans la diplomatie qui fait que ils, ils savaient s'allier aux Fatimides parce que c'était justement les Fatimides étaient le meilleur allié local pour combattre les Turcs. Parce qu'ils connaissaient les mœurs locales, les habitudes locales, la langue locale. Et du coup, c'était intéressant de traiter avec eux. Et donc, les Byzantins leur ont conseillé aux Francs de s'allier avec les Fatimides dans leur conflit contre les Turcs seldjoukides. Est-ce que, est-ce que ça a été respecté? Oui et non. En fait, les catholiques, les francs, lorsque ça allait un peu dans leur intérêt, ils prenaient le soutien et l'aide des Fatimides. Et dès qu'à un moment ils étaient en confiance et ils ont réussi dès qu'ils étaient en confiance et qu'ils ont réussi à avoir les devants, bah, ils ont très vite mis de côté les Fatimides, et notamment lorsque les Fatimides reprirent Al-Quds, Qudus, donc Jérusalem, en 1098, bah, que ce soit des alliés d'hier ou pas, le massacre de Jérusalem a été le même, hein. Voilà. Donc la première ambassade croisée auprès des Fatimides date précisément de la période du siège de Nicée, durant l'été 1097. L'Historia Belli Sacri, donc c'est une chronique c'est une chronique qui est contemporaine de la première croisade, rapporte ainsi l'envoi depuis Nicée d'une légation, donc d'une ambassade
de Francs qui étaient partis informer le souverain fatimide de leur intention de venir délivrer, entre guillemets, Jérusalem. Mais à cette époque-là, le souverain fatimide voyait ça comme une aubaine. Pourquoi? Parce que depuis 1078, les Turcs seldjoukides ont viré les Fatimides de Kudus, de Jérusalem, et étaient les dirigeants officiels de Jérusalem. Du coup, ils voyaient ça comme une aubaine, puisque ils vont attaquer les Turcs seldjoukides, on pourra récupérer notre possession qui est Kudus, Jérusalem, Al-Quds. Donc cette ambassade était menée par Hugues de Bellafer, Bertrand de Scabria, pardon, Bertrand de Scabrica et son aumônier, Pierre de Pica. À peine les armées chrétiennes étaient-elles apparues sur la scène orientale que les Fatimides commençaient déjà ainsi à tisser des liens avec elles contre les Seldjoukides. D'innombrables sources évoquent ces premiers contacts et leur développement ultérieur. Guillaume de Tyr note notamment que les envoyés fatimides au camp croisé comprenaient des membres de la cour personnelle du souverain d'Égypte, venus encourager les Francs à poursuivre leur siège à Antioche. Il rapporte aussi que les émissaires étaient chargés d'assurer aux chrétiens que le sultan leur apporterait un soutien militaire et des ressources. Ils devaient également tenter de gagner les cœurs et les faveurs des chefs et de conclure un traité d'amitié avec eux. Et donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah, parce que ça fait déjà pas mal d'informations, je pense, à traiter. Donc, ouais, là, vous commencez à voir un petit peu la difficulté, la complexité et et les différents acteurs, en fait, qui commencent à se dessiner lors de cette première croisade. Donc, il y a d'un côté les Francs, le grand empire romain byzantin, et les Fatimides contre les Seldjoukides. En gros, histoire de faire très simple. Mais il faut aussi prendre en compte que les chrétiens locaux, ouais, ils aimaient pas forcément beaucoup les Seldjoukides non plus. Et que bah, les chrétiens locaux aimeraient bien avoir plus d'indépendance. Sauf que les chrétiens locaux n'aimaient pas forcément beaucoup non plus les Byzantins. Parce que les Byzantins, depuis très longtemps, ils taxent un peu trop les chrétiens locaux, ils ne les traitent pas forcément de la meilleure des manières. Pareil, ils ont un peu ce côté condescendant, certes moins franc, si on peut se permettre ce jeu de mots, mais moins franc, moins direct, moins rentre-dedans que les francs, les catholiques, comme on en a parlé plus tôt. À partir du moment où les catholiques prendront la force et se permettront de pouvoir un peu combattre les chrétiens locaux. Mais eux, c'est plus par les impôts, la taxe, la taxe, etc., que les Byzantins étaient problématiques. Et du coup, en fait, s'ils ne pouvaient pas payer, bah, en gros, ils prenaient possession pleine et complète de la ville. Voilà. Du coup, mais les Turcs seldjoukides n'étaient pas forcément plus appréciés parce qu'ils sont pas venus de manière douce et pacifique. Faut pas oublier que c'est avec la bataille de Malazgirt, donc Manzikert en 1071, que les Turcs seldjoukides commencent à débarquer un petit peu en force dans la région et commencent à prendre très rapidement possession de la région. Et ensuite est venu, après la mort de Malik Shah, non, du sultan Alparslan, après la mort du sultan Alparslan, Euh, il y a eu des guerres intestines, etc., qui ont fait que c'était compliqué. La succession n'était pas forcément hyper bonne. Il y avait tout touche, différents acteurs et tout différents acteurs en fait chez les Seljoukides qui se foutaient sur la gueule et du coup ça n'a pas amené forcément une pacification dans la région, une stabilité. Ce qui fait que bah, les chrétiens locaux en avaient marre, ils en avaient marre des Byzantins, donc ouais, ils ont essayé de se rapprocher des Francs. Donc vous voyez un peu les différents acteurs se mettre en place et tout, et on va voir que progressivement, bah, ça va être par la suite un petit peu tous contre un, quoi. Tous contre les croisés, parce que les croisés, diplomatiquement parlant,
Au début, tout se passait bien. À partir de Antioche, et surtout après la prise de Jérusalem, ouais, là, ils, euh, ils étaient tout seuls quasiment. Parce que ils se sont mis à dos les Byzantins, même si par moments les Byzantins les soutenaient. Ils sont mis à dos les Fatimides, même si par moments les Fatimides aussi les soutenaient. Bon, les Abbassides, ça fait très longtemps qu'ils bougent pas de Bagdad, là-bas, ils bougent très très peu. Et les Seldjoukides, bon, bah, les Seldjoukides puis les Zengides, voilà, ça a été leurs adversaires depuis le départ et quasi leurs adversaires toujours, en fait. Quand les Ayyoubides prennent l'importance avec Salah ad-Din al-Ayyoubi, ça oscillait entre traité de paix, traité d'alliance et par moments patate de forain dans les dents. Et les chrétiens locaux, bah, après, n'entretenaient quasi plus de rapports, si ce n'est des rapports de commerce. Des rapports de commerce. Mais sinon, rapports diplomatiques, rapports de confiance diplomatique, etc., il n'y en avait plus à partir de l'établissement des différents États latins d'Orient, etc. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم